formule qui est motivée par l'idée que justement, on se dit l'État, c'est-à-dire le privé, est bien meilleur pour être plus efficace, d'une part, et d'autre part, l'État doit lutter contre les déficits. Donc, s'il donne au secteur privé la responsabilité de, par exemple, développer les infrastructures publiques, eh bien, il n'a pas à s'endetter pour le faire. Et comme les entreprises privées sont, ma foi, des organisations hautement efficaces, tout devrait bien aller. C'est quand même intéressant de se rappeler que Monique Jérôme-Forget avait dit « les PPP, ça sauve de la fraude ». Et Normand Bergeron, qui était un ancien président de l'agence des PPP, avait aussi dit les PPP, c'est anti-collusion. Or, c'est ce qu'on a vu. Si on prend juste l'exemple des hôpitaux universitaires, donc CUSUM et CHUM à Montréal, eh bien, on a vu là non seulement des pots de vin se donner entre SNC-Lavalin notamment et les administrateurs et les fonctionnaires du gouvernement, mais on a aussi vu des chantiers mal planifiés où on posait des cadres de porte avant de poser les pods privés en ont profité, mais qui d'autre en a profité? Bien évidemment, nos concitoyens les plus fortunés, n'est-ce pas? Parce que, bon, d'une part, évidemment, si on favorise le secteur privé et les grandes entreprises, bien, il y a des dirigeants qui en profitent. De l'autre côté, un État qui se délite, puis on va probablement en parler plus tard, c'est un État aussi, je l'ai dit, qui a des capacités redistributives moins grandes. Et donc, qui a favorisé la concentration de la richesse là, en diminuant l'impôt des plus riches. Et de l'autre côté, c'est quand même intéressant de le dire, on continue à avoir par contre des assistés sociaux du secteur public, et là je pense notamment aux médecins, qui eux, ma foi, n'ont jamais connu l'austérité, mais aussi d'autres acteurs comme les fondations philanthropiques, et là je pense évidemment à la Fondation Chagnon, qui forcément donc ne peut qu'exister parce qu'il y a des inégalités très grandes, donc des gens qui se retrouvent avec des fortunes et qui là apparaissent comme des sauveurs dans un contexte où l'État lui ne fait plus sa job et peuvent proposer des programmes, des services qui étaient avant rendus par l'État. Évidemment, c'est un contexte où la corruption s'est aussi répandue. Parce que forcément, quand l'argent devient la croissance économique et l'argent devient une fin en soi, la politique et l'intégrité peuvent devenir secondaires finalement à l'action de l'État. Et le Parti libéral, c'est pas moi qui le dis, c'est la commission Charbonneau, mais était particulièrement vulnérable à cette corruption, étant donné sa proximité historique avec le secteur privé, étant donné le phénomène aussi des portes tournantes, qui est important. Puis bon, ça, c'est pas juste le Parti libéral, mais c'est quand même un phénomène qu'on voit qui rend les élus, si on veut, vulnérables à la corruption. Bien sûr, en justice, le Parti québécois a également contribué à sa façon de construire le modèle québécois, avec notamment la loi sur l'assurance automobile en 1978, ou même plus récemment la création des CPE en 1997. Mais nul doute qu'il faut rendre justice aux faits historiques que le Parti libéral du Québec des années 60 depuis plus d'un demi-siècle. Mais que reste-t-il de cette ambition politique en 2018? Visiblement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On doit reconnaître qu'on ne trouve plus rien, ou presque, de l'impulsion de cette formation en faveur d'un État national fort pour le Québec. Au contraire, le programme politique libéral semble aujourd'hui se résumer au démantèlement tranquille de l'État national québécois. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec le parti de Jean Lesage pour qu'il se transforme d'une manière si radicale? De l'État moderne avec son propre modèle à partir des années 60, inspiré par une véritable ambition politique qui a eu pour effet de pousser les institutions politiques de ce qui n'est qu'au départ une simple province au sein du régime fédéral canadien, au point de déborder hors de son cadre institutionnel limité prévu par la Constitution pour donner forme à un État national fort. Nous sommes passés à une conjoncture où l'État apparaît aujourd'hui quasiment de trop.
En ce sens, et en bonne partie en raison de son adhésion au statu quo constitutionnel, le Parti libéral est au fil du temps devenu, bien sûr, un parti du pouvoir, ou plutôt le parti du pouvoir, de pouvoir par excellence au Québec. Hein. En général, on fait une distinction entre les partis de pouvoir, ceux qui aspirent à prendre le pouvoir, ne sont pas, disons, pas trop regardants sur l'idéologie, alors que d'autres partis sont plus ancrés dans un projet politique plus fort, donc des partis d'idées. Bien sûr, un parti d'idées peut aspirer au pouvoir, c'est le cas, bien sûr, historiquement avec le Parti québécois, mais le Parti libéral appartient, bien sûr, à cette catégorie des partis de pouvoir. Le Parti libéral est donc le parti par excellence de l'establishment politique au Québec. Concrètement, si ton ambition personnelle t'amène à vouloir un jour être ministre au Québec, et si tu n'es pas trop regardant sur la couleur du parti qu'il te faudrait rejoindre pour cela, bien évidemment, tes meilleures chances sont au Parti libéral. Il faut en parler au Dr Barrette, ça a donné Anglade, il avait leur tellement. C'est assez étonnant parce qu'à l'époque, il démissionne, on savait très bien qu'il va accepter un poste dans une compagnie, dans un fonds d'investissement privé en santé, Persistence Capital Partners. Ça, c'est en 2008. On s'appelle, à l'époque, tout le débat tournait autour de la légalité de la démarche. En réalité, il n'y avait rien d'illégal là-dedans. En termes de loi, il n'y avait pas contrevenir à aucune des lois qui existaient au Québec. Là, l'enjeu, c'était celui de l'éthique. Est-ce que c'était éthique? Ben, écoutez, encore là, du point de vue moral, personne peut gagner sa vie après la politique. Hein? Ça, c'était l'argument qui est envoyé par Couillard. Mais tout le problème pose ici sur le fait que, écoutez, n'importe qui a moindrement le sens de l'État, dit autrement, qui accepte l'idée selon laquelle entrer au service de l'État en acceptant un poste électif, consiste à servir l'intérêt général, aurait assurément attendu quelque peu avant d'accepter un poste au sein de ce fonds privé. Hein? Donc pour conclure, je dirais qu'il y a un prix fort à payer à laisser au pouvoir un parti qui se refuse de voir dans l'État québécois le principal outil dont dispose le peuple québécois pour exprimer collectivement ce qu'il veut être comme peuple. Il y a un prix à payer au démantèlement tranquille de l'État. L'État du Québec n'est pas une institution comme les autres pour le peuple québécois, puisqu'il est au cœur du développement de la nation québécoise depuis les années 60. Il est au cœur de la volonté, cette expression de la volonté collective des Québécois d'exister comme peuple et comme nation. C'est à travers lui, cette institution, que le peuple québécois est parvenu à consolider sa nouvelle identité dans les années 60. C'est à travers lui qu'il s'est donné les moyens de ses ambitions collectives, qui restent bien sûr à consolider tant que cet État ne se sera pas affranchi Pour du bien mettre en fédéral. lumière les reculs de la période 4, je rappelle les initiatives progressistes et innovantes de la période 3, qui ont été souvent ignorées et dénigrées ces dernières années, non seulement par la droite fédéraliste du PLQ et de la CAQ, ce qui est normal, mais aussi par une partie de la gauche souverainiste à l'intérieur du PQ et surtout à Québec solidaire, ce qui est surprenant, troublant et dommageable. Dommageable parce qu'en dénigrant les nombreuses réformes novatrices de cette période, on s'enlève des leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire à nouveau des politiques sociales démocrates innovantes dans les années qui viennent. À mon sens, il y a lieu de contester ce mythe de la période numéro 3, vu comme étant essentiellement celle du virage néolibéral du gouvernement du PQ. Sous le gouvernement Couillard, il y a politique d'austérité et absence de dialogue social. En dépit du fait que Couillard a toujours nié l'existence des politiques d'austérité en disant qu'il avait tout au plus favorisé un ralentissement temporaire de la croissance des budgets. Rappelons les faits. 1. Sous le gouvernement Charest, les CRD deviennent des CRE, puis sous le gouvernement Couillard, les commissions régionales d'élus sont éliminées. 2. Sous le gouvernement Charest, on adopte une politique nationale de la ruralité, laquelle sera bientôt sabordée par le gouvernement Couillard. Et sous le gouvernement Couillard, la moitié des 100 CLD sont abolis. C'est la disparition des instances régionales et locales de coopération et de consultation. C'est l'affaiblissement de la présence de la société civile dans le développement local et régional, ainsi que la concentration du pouvoir dans les mains des régions. C'est que j'avance une proposition, c'est qu'en tant que souverainiste intéressé à la promotion de politiques sociales démocrates innovantes, nous avons un devoir de mémoire.
à accomplir pour rompre avec l'oubli et le dénigrement du riche héritage bâti pendant la phase 3 de l'histoire des politiques sociales, parce que cet oubli nous affaiblit à l'heure actuelle pour rebondir vers l'avant. Politiquement, en nous adonnant à ce devoir de mémoire, ne pourrions-nous pas transformer l'héritage de la période 3 en levier au lieu de continuer à le traiter comme s'il était un sabot de Denver? C'est ce que souligne Alain Noël en faisant écho à la contribution de Bélan et Lecourt, d'où l'importance de renouer avec la dynamique nationaliste progressiste de la phase 3 pour se construire entre indépendantistes progressistes particulièrement, se construire une identité partagée et se redonner un élan en tant qu'indépendantiste engagé dans le développement social autant que dans le développement culturel et économique. Le social et le national ont fait leur preuve historiquement et ont un potentiel pour continuer à le faire si on est capable de sortir de la période du PLQ. C'est sûr que les politiques sociales progressistes vont être là. La dimension de solidarité internationale devrait être là à mes yeux. Le français comme langue principale qui nous identifie au Québec devrait être affirmé. Des principes sur la laïcité devraient être placés. L'ouverture aux communautés autochtones devrait être présente. J'en laisse, mais il y a comme une discussion à faire. C'est pas trop clair pour moi. C'est intéressant de retourner en Écosse et en Inde, parce que en Inde, évidemment, le concept d'État sub-étatique, j'ai fini par comprendre que c'est dans une société où tu as plusieurs États. Hein? En France, c'est un seul État. Le concept ne peut pas être géré de la même manière. Mais au Canada, tu as l'État fédéral, puis tu as 10 États provinciaux, puis tu as 3 États territoriaux. Ce sont des entités sub-étatiques. Mais c'est évident que la prochaine élection est importante pour essayer de faire en quelque sorte un débat public, puis des explications qui donnent des moyens à plus de personnes de comprendre que l'avancement de nos politiques sociales, ça passe par l'utilisation maximale des juridictions que nous donne l'État québécois. Puis la souveraineté, c'est au moins de ne pas nier ce qui est déjà là en partant, et c'est de le renforcer pour que ça donne plus de performance dans l'action. Donc, c'est essentiel de bien saisir ce lien intime qu'entretient le peuple québécois avec son État national, et il faut le préserver, je pense. C'est essentiel pour la survie, si ce n'est que de ce peuple québécois ou de l'autre. Alors, nous allons commencer par M. Barry et le thème de l'environnement. Le fédéral, pour sa part, a toujours les compétences de 1867, des compétences en environnement, pour faire, entre autres, en vertu des compétences, faire des lois sur la paix, l'ordre, le bon gouvernement, l'intérêt national, on va revenir peut-être, ainsi que sur le droit criminel, et des compétences sur la navigation, les pêcheries. Le gouvernement de Colombie-Britannique a déposé un pourvoi devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour contester ou en cas faire reconnaître les compétences d'une province sur réglementer, pas interdire en vertu du droit canadien, réglementer le transport des hydrocarbures, pas seulement par aéroduc, mais aussi par transport ferroviaire ou routier, peu importe. Le gouvernement, hier, j'ai reçu un courriel parce que les groupes écolos de Colombie-Britannique sont alarmés, et ils ont été alarmés par le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, qui espérait que le Québec vienne intervenir pour appuyer les réclamations, les revendications de la Colombie-Britannique. Il faut savoir que l'Alberta et la Saskatchewan vont intervenir, mais dans le sens du gouvernement canadien sur les pouvoirs fédéraux. Donc, première, c'est déjà une indication, malheureusement, de la formule de l'abdication par le gouvernement Couillard de nos compétences en matière d'environnement, et d'une espèce de valse hésitation que je vais vous démontrer par différents cas, certains connus et d'autres moins connus. Les gouvernements libéraux, qu'ils soient ceux du provincial ou du fédéral, n'ont aucune considération pour le vécu qu'avaient ces immigrants que nous avons eu avant notre arrivée au Québec. Et pour la majorité, 99% arrivent à Montréal. Ils n'arrivent pas au Québec, ou ils arrivent au Canada. Et on ressent depuis notre installation
beaucoup de difficultés, aussi bien d'intégration, d'inclusion, etc. En raison surtout des valses, hésitations et des politiques de retournement autour de l'inclusion et du vivre ensemble, et qui par les temps qui courent deviennent ni plus ni moins que des errements dans les conséquences les poussent en marge de la société d'accueil et ne les cherchent même pas pour les élections. Aujourd'hui, c'est terminé. Exact. Traduit en clair, pour nous, pour moi, ces procédés résultent en des perceptions. On sent qu'on est méprisé. Il y a de l'arrogance, il y a du paternalisme, il y a un manque de considération, il y a de la discrimination, il y a des barrières entre citoyens et, bien sûr, la ghettoisation. La laïcité est le seul dispositif, le seul mécanisme, la seule construction institutionnelle qui aide à la conjugaison positive des convergences citoyennes. L'État ne doit pas inciter à la fragilisation des assises démocratiques du Québec que tant de générations, y compris libérales, ont contribué à bâtir en se prononçant seulement sur la neutralité religieuse. Le numérique est quelque chose qui, bon, à l'époque, on regarde ça de loin, on ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait faire. Et il y en avait qui avaient compris que ça changerait pas mal de choses, mais disons que ceux qui avaient compris étaient des incompris. Mais littéralement. Il y a eu une incompréhension et une incrédulité générationnelle du phénomène numérique et ses impacts, particulièrement sur les rapports sociaux et en particulier sur la culture. Il n'y a plus de disquaires à Montréal. Qui aurait dit ça il y a 20 ans, ou il y a même il y a 15 ans? Ça n'existe plus. Et si on a encore des librairies, au Québec, c'est grâce à Denis Rojoy puis à la loi 51 qui protège encore les librairies. Parce que dans le reste du Canada, le concept de librairie indépendante, on n'a plus de librairie indépendante. C'est juste Indigo, Indigo, Indigo. Avez-vous déjà entendu parler d'un enjeu de la culture dans un débat des chefs? Dans une campagne électorale? Jamais. Et ça, c'est désolant. Après les ateliers de travail de ce matin et le dîner, maintenant, on va remettre le prix Jacques Parizeau. Et finalement aura lieu l'Assemblée générale des intellectuels pour la souveraineté.